Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 361e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, l'économie, le droit, l'éthique, les nouvelles technologies d'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 361e édition, nous avons retenu pour thème Souhait pour Haïti en 2018. C'est vraiment ambitieux de notre part. Mais pour avoir cette émission, qui est d'importance pour tous, nous avons fait appel à nos observateurs. Observateurs objectifs, un professionnel, professeur à l'université, un homme politique de surcroît. Je dirais, c'est l'un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles, c'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, interviennent de façon à éclairer le grand public. Eh bien, je veux citer l'agronome Jean de Victor. Professeur Jean de Victor, bienvenue dans la mission. Merci, M. Payan. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission. J'en profite pour saluer nos amis de la télé et également saluer les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, encore une fois, mes meilleurs vœux à tout le monde, d'autant que l'émission va se dérouler sur des souhaits et au pays d'Haïti. Généralement, on fait des vœux aux personnes. Maintenant, on va le faire pour l'État haïtien. Parfait. Merci. Je suis en train une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre annonce à tous la reprise des jeudis mensuels. Le 25 janvier, à l'hôtel Montana, eh bien, l'ordre invite tous ses membres, le grand public, à participer au jeudi mensuel de l'OCPA. L'ordre invite aussi ceux qui voudraient intégrer la corporation à s'inscrire en son local au numéro 17 de Royal Bossan. À chaque émission, nous vous apportons quelques conseils. Nous sommes au cours du mois de janvier, le dernier mois pour l'accomplissement de la déclaration définitive d'impôt. Encore une fois, la déclaration d'impôt est une confession fiscale. On déclare ses revenus, et si on n'a pas de revenus, on peut quand même faire une déclaration. Déclarer ne veut pas dire pour autant qu'il faut payer. Et ceux qui ont fait des avances, les salariés, les fonctionnaires publics, etc., les professionnels qui ont fait des avances d'impôts, eh bien, ils pourront récupérer les avances d'impôts déjà faites à l'État. Donc, nous encourageons tout le monde à produire leur déclaration définitive d'impôt de façon à éviter les pénalités et amendes. L'émission du jour, intitulée « Les souhaits pour Haïti en 2018 », voudrait se circonscrire autour d'un ensemble de points dont je laisse l'identification à notre invité, professeur Victor. On ne va pas faire état de l'année écoulée, 2017. Mais rapidement, ne serait-il pas opportun
de faire, je dirais, un survol de l'année écoulée, 2017, de façon à mieux formuler les vœux pour Haïti. Très bien. Ce que je proposerais, on pourrait d'abord partager en plusieurs catégories de manière à suivre, à permettre aux téléspectateurs de suivre ce que nous sommes en train de dire. On pourrait choisir une catégorie pour la géopolitique, une catégorie pour la politique intérieure, Très bien. une catégorie pour l'économie, une catégorie pour le social et également une catégorie pour l'environnement. Très bien. Donc avec ça, et chaque fois qu'on va aborder une catégorie, on pourra faire un peu de diagnostic, Très bien. et comme vous l'avez demandé. Donc, je ne sais pas si j'enchaîne ou bien s'il y Non, a c'est une bien. question Non, je pense que particulière. la démarche est tout à fait normale et effectivement, ça permettra à tout le monde de mieux comprendre. Donc, sur le plan géopolitique, quel a été le constat alors? Le constat. Peut-être la première chose à dire, c'est qu'on ne peut pas faire un constat seulement sur l'année qui vient de s'écouler. La raison, c'est que si on veut faire des souhaits sur qui est une apparence de durabilité, et à ce moment-là, il faut l'asseoir sur un diagnostic beaucoup plus profond. Très bien. Donc ça prend évidemment l'année passée, mais l'année passée, elle ne vient pas du néant non plus, elle s'inscrit dans un contexte général, et ce contexte général nous permet de dire tout de suite pour la géopolitique que quand on regarde l'histoire d'Haïti, on se rend compte d'une chose extraordinaire parmi les innombrables choses qu'on a connues. Et la chose extraordinaire, c'est que, au point de vue géopolitique, après avoir eu notre indépendance, ce qui est arrivé, c'est que on a été pratiquement, on a subi un isolement de la part de la communauté internationale. Ah oui. Pour des raisons évidentes, parce qu'on était un mauvais exemple, parce que Haïti, c'est pas, il faut arrêter cette affaire d'indépendance par la violence, venant d'esclaves, etc. Donc, on a été isolé par la communauté internationale. Il se trouve que, après cette période d'isolement, Haïti a intégré quantité d'organisations internationales, et à partir de ce moment-là, y compris l'Organisation des Nations Unies, et à partir de ce moment-là, il semble, d'après moi, que Haïti n'a pas profité de manière globale et systématique de cette intégration au niveau international et au niveau régional. Et aujourd'hui, si on parle de l'année dernière, c'est comme si on est en train de pratiquer maintenant un auto-isolement. Ça veut dire que c'est nous qui nous isolons nous-mêmes. OK? Pourquoi on peut dire ça? Si on regarde tout ce qui s'est passé, d'abord, on a eu l'affaire de... Bon, je prends ça à partir de la Deuxième Guerre mondiale pour faire comprendre ça très bien. À la Deuxième Guerre mondiale, d'autant que c'est actuel, on a été un allié des Américains. Très bien. Ça veut dire qu'on était du côté des gagnants. Ça veut dire qu'on a gagné la guerre avec les Américains. Maintenant, tous ceux qui ont gagné la guerre ont profité de la victoire, et Haïti n'a rien profité de cette victoire-là. Okay. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas anticipé suffisamment, on n'a pas eu de stratégie pour faire face à ça, et ça va se poser de la même façon pour les années d'après. Par exemple, si je me réfère à l'année dernière, actuellement, on connaît une situation au niveau international où Haïti est en relation étroite avec ce qu'on appelle entre guillemets les pays amis. Et à ce moment-là,
il y a des efforts qui ont été faits pour approcher ce qu'on appelle les pays du Sud, ce qui est une bonne chose. Mais on n'a pas vu d'efforts jusqu'à présent pour approcher le reste du monde. Ça veut dire, je parle de l'Afrique, je parle de l'Asie. En parlant de l'Asie, je parle de la Grande Chine. En parlant de l'Afrique, je parle des grands pays africains, de l'OUA et des pays d'où nous sommes venus également. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de relation systématique, il n'y a pas de stratégie fondée sur ça, ni non plus, on n'a pas de stratégie fondée sur les contradictions au sein de la communauté internationale. Et qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, je prends un cas concret, on a eu cette affaire de choléra. OK? Et choléra, finalement, tout le monde a admis que le choléra a été introduit dans le pays à travers la MINUSTAH. OK? Maintenant, la société civile a réagi. L'État haïtien n'a pas suivi. Or, c'était une occasion en or de s'imposer aux Nations Unies, de prendre le dossier, de le traiter correctement et de faire en sorte qu'on finisse par créer un exemple au niveau de la communauté internationale, de façon que ces choses-là ne se répètent plus dans d'autres pays. Et c'est ça le rôle de l'État, le rôle historique de l'État. Donc ça fait que, en ce sens-là, on a raté pratiquement l'occasion et il y a quantité d'occasions de ce genre qu'on a raté au point de vue géopolitique pour mettre le pays sur rail, pour lancer le pays à partir d'une stratégie fondamentale axée sur la mondialisation et sur les contradictions que vit la communauté internationale. On est actuellement dans un monde, comme on dit, globalisé. Et il y a des guerres de nouveaux genres, il y a le terrorisme. Est-ce qu'on a, au niveau haïtien, une stratégie pour vivre avec tout ça et pour tirer parti de tout ça, pour profiter de tout ça et lancer le développement national à partir de ça? Je ne crois pas. Donc, à ce moment-là, le souhait s'impose de lui-même. Ça veut dire qu'on aurait souhaité que pour la nouvelle année, l'État haïtien commence par développer des stratégies nationales axées sur ce qui se passe au niveau de la communauté internationale comme un tout. Et à ce moment-là, on va se retrouver en hyperactivité et au sein de la communauté internationale. Et on n'est pas là seulement pour réagir aux déclarations des uns et des autres, y compris du président des États-Unis, mais on est là également pour être un membre à part entière au sein de la communauté internationale, de façon à faire avancer notre cause. Être proactif. Être proactif. Mais alors, Cher Victor, est-ce que quelque part, la limitation de nos moyens n'expliquerait pas, je dirais, non pas ce manque de stratégie, mais je dirais ce manque de visibilité, de vision, c'est-à-dire d'intégration pour en principe pour tirer parti et avantage de l'intégration dans le monde? Et en effet, il y a 10 000 explications qu'on pourrait trouver. Mais si on a une stratégie, le job, justement, la stratégie doit tenir compte des contraintes qui existent. Tout à fait. Ça veut dire, si on a, comme on dit, une bonne partie de l'intellectualité haïtienne qui vit en diaspora, on doit tenir compte de ça et l'intégrer dans la stratégie. Tout à fait. Okay? Donc, c'est la même chose. Si on a une émigration, je ne sais pas, galopante, extraordinaire, et je viens d'apprendre là qu'il y a plus de 100 000 Haïtiens pour l'année 2017 à émigrer au Chili, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on ne peut pas être indifférent à une affaire pareille et ne pas développer une stratégie fondée sur l'immigration qui tienne compte de ce qui se passe et faire en sorte que les pays receveurs soient en communication avec nous sur la question.
Donc ça veut dire que le propre d'une bonne stratégie, c'est non seulement de tenir compte des opportunités, mais également de tenir compte des menaces. Tout à fait. Alors, c'est bien, en effet, vous souhaitez clairement que l'État haïtien s'ouvre au monde et bénéficie des contradictions de ce monde. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Asie? C'est chaque jour qu'on pose ce problème ici, mais toujours sans solution. On est toujours en présence d'un problème Taïwan, Grande Chine. Très bien. OK? Donc, je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait déjà, mais un problème jamais tranché. Oui. Un problème pour lequel on n'a pas de stratégie d'État. Ça veut dire qu'un gouvernement peut suivre, que notre gouvernement peut venir après et continuer à suivre la même stratégie. Les tactiques peuvent être différentes, les opérations peuvent être différentes, mais la stratégie globale et sur le long terme doit être pensée et suivie par les gouvernements qui se succèdent au pouvoir. Donc ça veut dire que, mais ça prend une réflexion globale, ça prend une étude de prospective, ça prend une quantité de choses, mais au lieu d'avoir des cadres qui sont sous-utilisés, il vaut mieux les utiliser dans la prospective et dans des opérations pareilles. Donc à ce moment-là, la diplomatie qu'on va développer serait non seulement à la mesure de ce qu'on a comme capital intellectuel dans le pays, mais également aurait un objectif concret et avec une stratégie tout à fait transparente et que n'importe quel homme d'État pourrait comprendre, pourrait suivre et pourrait adopter. Très bien. Donc, c'est le cas de dire, pour ce pays, il faut un plan stratégique, globalement, et un plan d'action à différents niveaux. Maintenant, est-ce que, je dirais, les préoccupations de la politique intérieure n'influencent pas, je dirais, la définition d'une stratégie? Ah, définitivement oui. Définitivement oui, parce que celui qui est le chef de la politique extérieure, c'est le chef d'État. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile de dissocier politique intérieure et politique extérieure pour lui. Mais c'est pourquoi, justement, il faut avoir une stratégie de manière à tenir en main toujours des fils conducteurs qui vous permettent de vous repérer quand c'est difficile de départager les deux. Parce que sans fil conducteur, c'est difficile de départager les deux. Maintenant, au point de vue politique intérieure, quelle est notre situation? Crise permanente. Oui. Situation de crise permanente depuis 1804 jusqu'à nos jours, au point de vue politique. Et comment ça s'est passé l'année dernière? On le sait, on a eu ce qu'on a eu comme élection avec les élus qu'on a eus. Et finalement, il y a l'opposition qui s'est révélée très active en termes de manifestation contre le pouvoir en place. Et ça fait que on est toujours dans la même lignée de crise permanente. La question est-ce une bonne chose de mettre fin à la crise permanente? Si oui, comment faire pour sortir de la crise permanente? Et la réponse, c'est pas la mer à boire parce que on a tellement de crises au niveau politique, que ce soit l'administration, que ce soit nos institutions en général, que ce soit toutes les questions des institutions indépendantes, et que ce soit la question cruciale du Conseil électoral. OK? Et maintenant, la Constitution qu'on n'arrive même pas à mettre en application. Et là, moi, j'ai un désaccord profond avec ceux-là qui disent qu'il faut amender, il faut réviser, etc., et sans poser le problème, comme on vient de le faire. Ça veut dire qu'il faut un diagnostic. Oui. Il faut un diagnostic. Il faut savoir, oui, on a eu la Constitution depuis 1987, on ne l'a pas appliquée. Oui. Et il faut se poser la question, pourquoi on ne l'a pas appliquée? On ne peut pas donner son opinion et dire, donc, elle n'est pas applicable d'après moi. Ça ne suffit pas en termes scientifiques. Il faut d'abord appliquer, voir les contraintes. Il faut voir les contraintes, il faut une bonne étude qui démontre que,
vraiment, voilà les choses qui ne sont pas applicables, voilà les choses qui sont applicables, mais on ne les a pas appliquées par corruption, justement, ou bien parce que il y a toutes sortes de manœuvres politiques pour garder le pouvoir. À ce moment-là, on se rend compte que ce n'est pas une bonne chose, par exemple, de pratiquer la décentralisation. Donc tout le monde sait que la décentralisation a été bloquée par tous les présidents de la République qui se sont succédés au timon des affaires de l'État. Donc à ce moment-là, si on ne résout pas ce problème, est-ce qu'on va retourner à la centralisation? Si on garde la décentralisation comme projet national, est-ce que le fait de modifier la Constitution, ça va permettre d'entrer dans la décentralisation, alors que les problèmes qui ont fait que la décentralisation n'est pas effective sont toujours là? Donc, ça pose quantité de questions. Et le souhait pour nous, dans ce cas-là, serait que vraiment on se penche sérieusement sur la question de conférence nationale souveraine, sur la question de dialogue national, quel que soit le nom que l'on donne, mais la situation a tellement empiré que finalement, on ne peut pas prétendre résoudre ces questions à travers des dialogues sectoriels. Or, la première chose qu'on a apprise dans le domaine administratif, c'est que une somme de secteurs ne fait pas un pays. Donc, ce qui importe, c'est surtout les relations entre les secteurs. Donc, comment on va aborder les relations entre les secteurs dans un dialogue sectoriel? Ensuite, avec qui on va faire ce dialogue? Moi, j'ai entendu de mes oreilles le Premier ministre dire qu'on va entrer dans le dialogue, justement, c'est pour ne pas isoler l'opposition. OK, bon, c'est peut-être un mot malheureux, mais il l'a dit. Donc, à ce moment-là, si c'est ça qui est dans l'esprit, le dialogue ne pourra pas aboutir. Parce qu'il y a l'idée d'exclusion à la base. Le dialogue est inclusif. Or, c'est la même chose pour l'opposition. Il y a des gens dans l'opposition qui vous disent également, et je ne vais pas m'asseoir avec celui-ci, je ne vais pas m'asseoir avec celui-là. Donc, comment prétendre réaliser un dialogue national si on refuse de s'asseoir avec qui que ce soit? Donc, c'est pourquoi on pense que, en termes de souhait, l'idéal serait qu'on ait un dépassement au niveau national, qu'on arrive à se dépasser également, de manière à comprendre qu'un État, ça se construit, et la construction exige à un moment donné qu'on refonde pratiquement l'État-nation, et pour le refonder, il n'y a que le dialogue national, que la conférence nationale qui puisse apporter une solution valable et durable à un problème pareil. Donc ça, c'est notre souhait. En termes clairs, vous souhaitez qu'il y ait une prise de conscience de façon à ce que tous les opérateurs se mettent d'accord sur un point qui est Haïti. C'est ça, exactement ça. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème pour réagir. Il ne faut pas attendre des adultes quand même. Donc à ce moment-là, il ne faut pas attendre que notre émotion soit touchée, que nos susceptibilités soient froissées, comme on dit. Et il faut, après mûre réflexion, accepter et admettre qu'il est temps qu'on mette en place des mécanismes qu'il faut pour mettre ce pays sur rail et obtenir qu'il fonctionne correctement comme tous les pays du monde. Ça veut dire, on ne peut pas. Et c'est pourquoi moi je suis très, j'allais dire sévère, mais très cohérent en ce sens-là, parce que moi le problème numéro 1 que j'ai identifié, ce n'est pas l'ensemble des problèmes secondaires que tout le monde répète. Le problème numéro 1, M. Payan, c'est qu'on est un pays où la loi n'est pas appliquée. C'est ça, oui, notre problème réel. Ça veut dire qu'on ne respecte pas la loi, ni la Constitution, on vit en dehors de la Constitution, mais de temps en temps, on se réfère à la Constitution quand les intérêts l'exigent. Oui, pour les besoins de la cause. Pour les besoins de la cause, mais on accepte de vivre comme si de rien n'était en dehors de la Constitution. On fait la même chose pour les lois. On vit en dehors des lois. Et à ce moment-là,
Je le dis souvent à mes étudiants, depuis Rousseau, on le sait, pour vivre en société, ou bien on choisit de fonctionner par la force, ou bien à travers les lois. Donc, quand on ne veut pas appliquer les lois, sans le dire, on a choisi la force. Donc, c'est notre situation actuelle, et c'est pourquoi les institutions ne peuvent pas fonctionner, parce que quand la loi n'est pas appliquée, quand on ne fait pas appliquer la loi, et dans la Constitution, c'est le gouvernement d'abord qui est chargé de faire appliquer les lois, et le chef de l'État, dans ce fameux article 136 que tout le monde connaît, il doit faire en sorte que les institutions fonctionnent. Donc, à ce moment-là, si la loi n'est pas appliquée, ne me dites surtout pas que nous sommes tous responsables. Ça veut dire les responsables, c'est le chef d'État et le gouvernement. Tout à fait. Donc, en termes clairs, vous souhaitez que la loi ait préséance. Et définitivement, arriver à l'état de droit, comme on dit, évidemment, c'est un processus, c'est évident, mais il faut commencer par le commencement. Ça veut dire, on ne peut pas, je vais vous donner un exemple concret. Actuellement, il y a une démarche que fait la Chambre basse pour l'amendement ou la révision de la Constitution. Au moment où je vous parle, je ne peux pas dire exactement si c'est révision, si c'est amendement. Si c'est les deux, on ne sait pas. Oui. OK. Maintenant, la démarche que j'observe de loin, c'est qu'on rencontre des secteurs. Et la démarche sectorielle. Okay? On rencontre des secteurs, les secteurs se prononcent, font des suggestions, font des recommandations. Je suis d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela. La question fondamentale au point de vue méthodologique, quand on aura recueilli l'ensemble de ces suggestions, l'ensemble de ces recommandations, qu'est-ce qu'on va faire pour prendre une décision? Comment on va faire pour prendre une décision? C'est ça le problème. Et si la question n'est pas posée à l'avance, ce qui va arriver, c'est ce qui nous est déjà arrivé par le passé. Ça veut dire, comme il n'y a pas de méthodologie connue à l'avance, à un moment donné, on va dire, écoutez, on a vu toutes les recommandations, elles sont contradictoires, c'est impossible de suivre tout ça, donc on a choisi de faire cela. Et ça devient subjectif. Justement. Parfait. Eh bien, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 361e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour titre Les souhaits pour Haïti en 2018. Notre invité, l'agronome Jean de Victor. Au cours de la première partie de l'émission, eh bien, le professeur Jean de Victor a formulé des vœux au point de vue de la géopolitique. Comment Haïti peut tirer avantage des contradictions dans ce monde, dans cette globalisation. Et comment Haïti peut aussi définir une stratégie pour pouvoir mieux défendre ses intérêts, tirer, encore une fois, me répéter des avantages. La seconde partie de son intervention, à savoir la politique intérieure, eh bien, on voit très clairement que c'est un pays qui est structurellement en crise. Une méfiance entre les opérateurs, entre les agents économiques, une méfiance entre toutes les couches confondues. Donc il y a un problème, il a identifié ceci, à savoir le respect de la loi. Dès qu'on respecte la loi, eh bien, ces problèmes vont être résolus de par eux-mêmes. Puisque dès que la loi a préséance sur les hommes, eh bien, à ce moment-là, il y aura récompense
et châtiment. Eh bien, puisque on parle de politique intérieure, en 2017, il y a eu le budget particulièrement, il y a eu la stabilisation de la décote, qui est un point positif aussi, après le point de vue économique, et il y a le marché de l'emploi qui n'a pas tellement progressé en 2017. En 2017, vous allez souligner aussi, il y a, je dirais, une hémorragie de jeunes à laisser ce pays pour aller ailleurs, particulièrement au Chili. Donc, c'est-à-dire, ça devient préoccupant. Alors, quels sont vos vœux à ce niveau-là? C'est ça. Au point de vue économique, pour poursuivre la même méthodologie, ça veut dire la problématique est la suivante. C'est un pays où on n'arrive pas à créer la richesse. Très bien. Pendant que la population augmente. Donc finalement, ce qu'on fait, on fabrique la pauvreté. Donc, devant une situation pareille, vous venez de faire le diagnostic pour l'année 2017, et on a eu un taux de croissance de 1 et quelques poussières. Et là encore, il y a nécessité d'une prise de conscience. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ce taux de croissance de 1%. OK? C'est comme si on ne peut pas faire mieux. Et maintenant, il y a une prévision pour l'année 2018 de l'ordre de 3%. Donc la question pratique, est-ce que c'est possible d'arriver aux 3% identifiés? OK? Maintenant, il y a des économistes qui disent oui, c'est possible. Évidemment, tout bon citoyen pourrait dire c'est possible parce que arriver à 3%, c'est rien du tout. Oui. Ne serait-ce que faire payer les taxes, ne serait-ce qu'arrêter cette politique de subvention, et ne serait-ce que réduire les pertes que l'on fait par contrebande, et les franchises que l'on donne à tort et à travers, les subventions, etc., on pourrait avoir suffisamment de fonds, même sans Petro-Caribé, pour permettre à l'État haïtien d'investir là où il faut et d'obtenir des réponses rapides à partir des investissements consentis. Maintenant, la question pratique, c'est qu'il y a eu cette affaire de budget et qui va continuer à peser lourd parce que le choix qui a été fait, ce n'est pas un choix qui a été accepté par la population. Ça veut dire qu'on a choisi pratiquement de taxer les pauvres et non pas les riches. C'est ça le choix, fondamentalement. Et ce choix n'a pas été accepté. Maintenant, il y a eu également, entre-temps, une évolution au niveau de la communauté internationale par rapport à nos postes de dépenses pour nos importations. Vous savez que les principaux postes de dépenses, c'est le pétrole et les céréales, et plus précisément le riz et le blé. Donc, à ce moment-là, si, comme on le dit, le marché du pétrole et la tendance est vers la hausse, il va falloir automatiquement ajuster les prix au niveau national. Et maintenant, on ne va pas, malgré tout ce qu'on raconte, mais on ne va pas non plus être autosuffisant en céréales durant l'année 2018. Yeah. C'est évident. Donc, ces deux postes de dépenses, pétrole et céréales, vont peser lourd sur le budget national. Et ce qui est certain, s'il n'y a pas d'effort qui est fait sur d'autres postes, on va avoir un déficit budgétaire beaucoup plus important. OK? Maintenant, le souhait c'est quoi? Le souhait, dans ce cas-là, c'est respecter les règles de base élémentaires pour faire fonctionner un pays au point de vue économique. Ça veut dire qu'on arrive à faire respecter les lois, comme on disait, et réduire la contrebande le plus que possible, notamment à la frontière haïtiano-dominicaine. OK? Les gens parlent de, je ne sais pas, de 400 millions de dollars. C'est important. On parle également de franchises qu'on a données à tort et à travers, là encore,
Et il y a des gens qui parlent de 2 milliards de dollars de pertes. C'est beaucoup d'argent, hein? Beaucoup d'argent. Et il faut arrêter également à travers la corruption, il faut freiner la corruption de sorte que les recettes qu'on aura récupérées soient réinvesties dans la production et non dans la consommation. Si on arrive à faire ne serait-ce que ça, par exemple, ça veut dire, c'est le commencement, vous mettez le pays sur les rails. Ça veut dire, les taxes sont payées par qui elles devraient être payées. Il y a réduction drastique et significative de la contrebande. Il y a réduction drastique et méthodique de la corruption. À ce moment-là, on entre d'emblée dans la rationalité et on peut faire en sorte que, économiquement, on puisse mettre ce pays sur les rails. Donc, mais si maintenant, l'idée, c'est de continuer à quémander à droite et à gauche, même si on a un discours contraire. Okay? L'idée, c'est de compter sur l'argent de la diaspora, okay? Pour éviter le pire. L'idée, c'est de compter sur l'aide humanitaire et l'aide alimentaire, etc. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est simplement maintenir le statu quo et on va rester dans la stagnation économique sans aucune possibilité d'impulser la croissance pratiquement économique à l'intérieur de ce pays. Donc le souhait, c'est ces trois choses-là. C'est la corruption, la contrebande et c'est les subventions et franchises. Donc en termes clairs, vous allez dire que l'État doit donner, en tant que régulateur, émettre des signaux clairs pour encourager l'investissement privé. Et définitivement, on ne pourra pas encourager l'investissement privé tant que le climat pour l'investissement privé n'est pas là. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Le climat, il y a des gens qui disent les manifestations, mais si vous regardez les documents techniques, on n'a jamais vu quelqu'un de sérieux écrire noir sur blanc que ce sont les manifestations qui expliquent ceci, tel ou tel problème économique. Il y a toujours des explications logiques et rationnelles pour le fait d'avoir une croissance de 1%, pour le fait qu'on est en situation de stagnation. Il y a même des gens qui disent régression. Et on ne va jamais dire que ce sont les manifestations. Donc, ce n'est pas sérieux de faire entendre ça pour des raisons politiciennes et de faire penser que ce sont les manifestations qui sont responsables du déclin économique ou de la stagnation économique. Donc, ça ne fait pas sérieux. Donc, à ce moment-là, je pense que les gens peuvent et doivent manifester quand c'est nécessaire. Avec ou sans violence, bon, tout le monde dit toujours sans violence. Tout le monde répète ça, sans violence. Et maintenant, il faut se poser la question, quand il y a violence, pourquoi il y a violence? Et honnêtement, trouver des réponses à ce problème. Et si on fait l'effort, on va trouver de bonnes réponses à ce problème. Donc, la question précise, c'est que c'est à notre portée de faire ces trois choses. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On peut lutter contre la corruption sans aucun problème. On peut arrêter cette politique de gaspillage, de subventions et de franchises. On peut tout aussi bien faire en sorte que on dirige les investissements vers des secteurs productifs au lieu de consommer, de faire du luxe. Donc à ce moment-là, c'est possible de mettre le pays sur les rails. Donc le souhait, il est possible et je pense que c'est faisable. Et s'il y a la volonté politique et la volonté nationale, comme on dit, doit suppléer et quand c'est opportun de le faire. Très bien. Donc de la géopolitique à l'économique, en passant par la politique intérieure, il y a un constat clair, c'est que il y a, je dirais, une dégradation de la qualité de la vie aussi chez nous. Ça, on va le voir dans l'environnement. L'économie réelle particulièrement. Donc l'argent économique, donc, à quelque niveau qu'il se trouve, eh bien, il est dans une difficulté. Quoi faire en 2018, ou bien qu'est-ce que vous souhaitez en 2018, de façon à ce que
les gens commencent à reprendre confiance, créer ce pouvoir d'achat indispensable à la relance. Il n'y a pas de solution. Là, il faut créer des emplois en masse. Il n'y a pas de solution. Et dans tous les pays du monde, pour créer des emplois en masse, et la façon de le faire, c'est de trouver des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre. Okay. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, oui, on peut les trouver théoriquement, mais avec quoi on va les financer? Mais on vient de voir que c'est possible de les financer et si on fait ce qu'il faut au point de vue monétaire, au point de vue financier. Maintenant, la question pratique, c'est que pour créer des emplois, pour demander à la population de se sacrifier également, d'entrer dans le jeu, et il faut que ce soit très clair pour la population. Très clair, ça veut dire que tout le monde est en train de faire des sacrifices. On ne peut pas demander aux autres de faire des sacrifices. Et puis, il y a un autre secteur qui, au lieu de faire des sacrifices, est en train de jouir du produit des sacrifices consentis par les autres. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, à ce moment-là, il faut cette prise de conscience. Et s'il y a cette prise de conscience, on peut lancer de grands chantiers. Et ces grands chantiers vont permettre d'absorber beaucoup de main-d'œuvre. Et ce faisant, on va commencer à créer la confiance au sein de la population. Et c'est cette confiance qui va retenir les gens, qui va favoriser l'investissement direct, tant du côté national que du côté de notre diaspora, avant même de regarder l'investissement direct étranger. Donc, sur cette base-là, je pense que si on ne comprend pas non plus ce qui se passe dans le pays au niveau social, il sera difficile de trouver de bonnes réponses à ce problème. Et au point de vue social, on est une société en mutation, pour 10 000 raisons. Et il y a, regardez ce qui se passe avec la diaspora, ne serait-ce que ça. Il y a ce qui se passe au niveau des revendications nationales. Ça veut dire qu'il y a des revendications qui viennent de tous les côtés, pour toutes sortes de raisons. Et on n'arrive pas, comme dit le commun des mortels, même à assainir nos villes, ça veut dire à collecter les déchets solides, voire pour mettre en place des décharges contrôlées. Et on n'arrive pas non plus, une chose très simple, je disais ça sous le gouvernement du président Préval, on m'a posé la question pour la réforme agraire, est-ce que vous pensez que le gouvernement soit capable de réussir la réforme agraire? Ma réponse, c'était de façon spontanée. D'après moi, un gouvernement qui ne peut pas réussir la circulation automobile, qui est relativement simple, ne peut pas réussir la réforme agraire. Ça veut dire, si on ne peut pas faire des bagages simples, on ne peut pas faire des bagages compliqués, c'est aussi simple que ça. Donc, si on n'est pas capable de ramasser FATRA, si on n'est pas capable de faire circulation automobile, si on n'est pas capable d'appliquer la loi, juger le monde correctement, soit vivre dans l'impunité globale, si on n'est pas capable de poursuivre délinquants, poursuivre bandits, bon, qui gens pour penser, ou pas qu'à faire bagaille de bazar, ou qui cadre là, et en même temps obtenir que en dans 4 ans, qui n'est pas normal là, on fait progrès en dedans. Il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Ça veut dire, pour avoir une situation où vraiment on est pratiquement enclenché sur un mode progrès, à partir de ce moment-là, il faut que le cadre global, qu'il soit en harmonie avec ce qu'on est en train de faire pour les investissements. Ça veut dire qu'il y a un cadre global institutionnel qui doit fonctionner, un minimum. Donc si ça n'existe pas, la même chose se passe dans l'agriculture, dans mon métier. Dans l'agriculture, et ça on n'arrive pas à le comprendre très bien non plus, mais je le répète chaque jour, il y a une différence entre les conditions essentielles de l'agriculture, ça veut dire pour que l'agriculture puisse exister comme telle, et une différence entre les conditions essentielles du développement agricole. C'est deux choses différentes. Maintenant,
si l'agriculture comme telle pour exister, ou besoin de terre, ou besoin d'agriculteurs, et ou besoin de processus de production. Donc, si on a un problème foncier grave, si on a un problème agriculteur, pas de relève, tout agriculteur a quitté le secteur, à ce moment-là, condition essentielle pour l'agriculture, pas là. Donc, soit intervenir, premier côté pour intervenir, c'est une condition essentielle là, pour que la chose elle-même puisse exister. Soit intervenir directement dans le développement agricole là, ça veut dire base là-bas là, fondation là-bas là. À ce moment-là, c'est de l'argent jeté et c'est la même chose que l'on fait pour les investissements en travaux publics, notamment les routes, durée de vie limitée. Nous calculons dans le domaine ça, par exemple, que la République perd chaque année, tenez-vous bien, chaque année 2 milliards de dollars dans l'environnement du fait que pour 2 ou 3 dépenses seulement, 2 ou 3 bagailles. Et sédimentation dans les barrages et les canaux d'irrigation, blanchiment des coraux, coupe de la mangrove. Dans 3 bagailles, 2 milliards de dollars par an, nous perdons. Imaginez un pays qui a fait une tête comme ça, chaque année, on a perdu 2 millions de dollars par an. Donc, quand j'ai dit de freiner la dégradation de l'environnement, c'est de ça que l'on parle. Si on ne pas freiner l'hémorragie, ou mettre du planter pied bois, faire bagage, c'est jeu d'enfant. Ça ne va pas donner parce qu'il y a une hémorragie à la base qu'il faut freiner. Donc, la première chose à faire, c'est freiner l'hémorragie. Donc, au point de vue social, le souhait serait quoi? Le souhait serait qu'on arrive à payer correctement les employés. Si on ne travaille pas, ce n'est pas faute, c'est le chef qui ne pas au travail, qui ne pas superviser le travail correctement. Donc il faut les payer correctement. Le salaire minimum, il faut régler cette affaire-là. OK? Et la loi récente qu'on vient d'adopter du travail, qui ont les bases à 3 fois 8, je connais. 8, 24. 3 fois 8. OK. Ça, il faut l'expliquer à la population. Ça bouleverse tout. Ou entrer dans l'autre régime. Là. Ouais. Donc, si on n'explique pas ça à la population, ce qui va arriver, après, ils vont il y a 2-3 personnes qui expliquent. Mais ça veut dire, pas de supplémentaire encore, pas de ceci, pas de cela, parce que c'est 3 relèves, comme d'ado, c'est relève. Et voilà ce que ça implique pour vous. Là, vous comprenez, vous voyez ce qui va passer. Donc, c'est des choses. Il ne faut pas créer des situations explosives. Et l'explosion arrivée, nous disons que c'est le monde qui fait l'explosion est responsable, alors que la personne qui a créé la situation explosive, oublie, Ouais. il n'y a pas qu'à faire comme ça. Donc, le souhait serait qu'on prenne conscience de tout ça, qu'on arrive à comprendre que dans une société, tout se tient, et pas trop salarié à tout le monde, tout se tient, et que si on a une société en mutation, il faut tenir compte des mutations, anticiper et faire en sorte que plutôt nous avons affaire à moun au lieu de nous comprendre que c'est tracteur qui a résolu le problème. Non. Tracteur, c'est moun qui sont tracteur. C'est mécanicien au besoin, c'est opérateur au besoin. Quand ces gens-là ne sont pas formés, et à ce moment-là, on a perdu l'argent, j'ai noté perdu au président Préval. Donc, je pense que c'est le souhait. Et je ne sais pas qu'on est privé dans l'environnement tout de suite. Bon, alors là, le social. Le social est lié à l'environnement. C'est votre domaine. C'est vrai, c'est vrai. Alors, par exemple, vous êtes le mieux placé c'est lié. Pour nous parler de l'environnement et le souhait pour Haïti. C'est lié parce que toute la distinction qu'on a faite également là, c'est pour présenter de façon claire et nette. Ouais. Mais dans la réalité, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Et en matière environnementale, c'est très sérieux ce qui se passe. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Et même très préoccupant. Très préoccupant parce que la première chose qu'on apprend dans ce domaine-là, quand on n'a pas conscience de crise, on ne peut pas résoudre la crise. Tout à fait. Okay? Et il semble qu'on n'ait pas la conscience de crise en matière environnementale. Ça veut dire, à regarder ce qui se passe, c'est comme si on est un pays normal, les mesures qu'on prend, c'est mesures traditionnelles, il n'y a pas de mobilisation de la population, il n'y a pas d'action massive pour freiner, comme je disais, la dégradation, il n'y a pas non plus de stratégie.
stratégie profonde, rationnelle. Il n'y a pas. Ça veut dire, on pense que, comme il n'y a pas d'arbre, la solution, c'est le reboisement. Donc, on fait des pépinières et puis on résout le problème. Si c'était aussi simple, tous les pays l'auraient fait. Donc, à ce moment-là, il y a un problème sérieux. C'est préoccupant parce que maintenant, en plus des affaires de couverts forestiers, il y a maintenant le problème de l'eau qui vient entrer là-dedans. Le problème de l'eau, c'est un problème très préoccupant parce que, pour donner un exemple concret avec la Tibonite, ça veut dire c'est 40% des superficies irriguées du pays, donc c'est une rivière stratégique. Okay? C'est 90% de l'énergie hydroélectrique, c'est une rivière stratégique. Okay. La Tibonite, c'est 1 million d'habitants qui vivent tout autour, c'est une rivière stratégique. Mais en même temps, c'est une rivière internationale. Ça veut dire que la Tibonite prend naissance en République dominicaine. Et il y a des lois qui régissent les cours d'eau internationaux. Et les Dominicains sont en train de violer ces lois. Et je disais ce matin que, justement, il y a une guerre de l'eau entre les deux pays. Et du côté haïtien, on ne s'en rend pas compte. Et si on ne sait pas qu'on est en guerre, logiquement, on va perdre la guerre. Ce n'est pas compliqué comme raisonnement. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes clairs? Ça veut dire, il n'y avait pas de problème pour la Tibonite quand dans les deux pays, on avait ensemble que 5 000 habitants, 10 millions d'habitants. OK? Aujourd'hui, c'est 20 millions d'habitants qu'on a, des deux côtés. OK? Ça veut dire 10 plus 10, c'est 20 millions. Donc, la pression sur les ressources naturelles est beaucoup plus forte. Donc, que font les Dominicains de leur côté? À ce moment-là, ils commencent à exploiter les cours d'eau internationaux sur leur territoire. Ils pouvaient le faire d'après la Convention. Ben, c'est dit, ça ne veut pas dire que parce que c'est un cours d'eau international qu'il ne faille pas l'exploiter si on a un état d'amont. Mais il faut l'exploiter en tenant compte des besoins de l'état d'aval. Et c'est la question. Donc, comme un cours d'eau international, ce n'est pas le lit et la rivière principale seulement, c'est également tous les affluents. Donc, ils utilisent l'eau des affluents pour l'irrigation, sans aucun contrôle de la part des Haïtiens. Et ça, c'est contraire aux conventions. Maintenant, ils parlent de mettre des barrages. D'après les données que j'ai réussi à récupérer, ils ont des projets pour 8 barrages. 8 barrages sur la Tibonite, dans leur territoire. OK? Donc, c'est beaucoup. La répercussion que ça va avoir sur le volume d'eau qu'on reçoit. La centrale hydroélectrique publique aussi. Justement. Et sur tout le plateau central et toute la vallée de la Tibonite. Donc, ça, c'est pour la quantité. Il y a des problèmes également pour la qualité. Ça veut dire qu'il faut faire des analyses pour voir si la qualité n'est pas altérée. Et à ce moment-là, pour savoir si on est à l'intérieur des conventions ou pas. Et ça prend une gestion très fine. Pour vous donner un exemple, eux-mêmes, ils sont très à cheval sur cette question-là. Presque toutes les rivières et les cours d'eau internationaux prennent naissance en République dominicaine. Le cas qu'on a, on a la rivière Soliette du côté de Fonverette, qui traverse la frontière du côté de Malpasse et qui de temps en temps cause des inondations aux environs de Malpasse, en territoire dominicain. Mais si vous arrivez sur Soliette, vous m'êtes arrivé à 4 h du matin, vous m'êtes levé dans la nuit, de vous arriver à un appareil sous Soliette, comme si le travail d'ingénieur vient faire, demain matin ou bien après-demain matin, ils ont même protesté au moment de sortir vient faire. Parce qu'il y a des règles internationales, ils sont concernés en aval, et ils suivent ça qui passe en amont. Pour Soliette, oui, si vous passez au cabaret de la donne la Runière. Donc, imaginez la Tibonite, 100 mètres cubes secondes, et puis nous-mêmes, nous vagues aux questions. Donc, la question est préoccupante. Il y a une enquête qui a été faite par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui a révélé pratiquement une chose extraordinaire.
même sur la frontière, où il est censé avoir beaucoup d'eau, la population affronte des situations de pénurie d'eau potable. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, et ça va s'empirer tant qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, si on n'est pas sensible à ça, on pense que il faut toujours réagir par rapport aux problèmes qui se présentent. À ce moment-là, on va être toujours en retard et les dégâts auront été déjà constatés. Et quand on est arrivé, ça va être beaucoup plus difficile de corriger et de remettre sur rail. Donc le souhait dans ce domaine-là, le souhait c'est que, on ait conscience de crise quand on parle d'environnement. Et si quelqu'un peut démontrer le contraire, qu'on n'est pas en crise, moi personnellement je suis prêt à l'écouter, à entendre et à apprendre. Mais tous les documents, toute la littérature sur la question montre qu'on est en situation de crise au point de vue environnemental. Donc là, le souhait suivant serait qu'il faut freiner tout de suite la dégradation. Et comment? Et freiner la dégradation, c'est possible. C'est possible. Évidemment, on ne peut pas le faire là, mais je vais vous donner des lignes de stratégie. Et c'est un petit pays, 27 000 km². Les zones très vulnérables, on les connaît. Ensuite, on a créé des aires protégées dans ces zones. Le problème, c'est que ces aires protégées ne sont pas réellement protégées. Il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de respect des règles. Donc, à ce moment-là, c'est des espaces, pour me donner un exemple concret, est-ce qu'on a Souspiante, sont zones protégées? Mais c'est des chiens, nous la donne. Ça veut dire, on ne respecte pas ça. Donc, c'est sur papier, mais il suffit de faire respecter ça, et puis vous allez freiner la dégradation accélérée. Donc, si en plus de freiner, il faut maintenant commencer la réhabilitation proprement dite. Et la réhabilitation, et là encore, il n'y a pas 36 façons. Ce n'est pas simplement faire des pépinières. D'abord, les pépinières ne sont pas des arbres. Il faut attendre que ça donne. Et ensuite, il y a le taux de réussite qu'il faut prendre en compte. Et finalement, il faut dire où vous allez mettre les arbres. Ça veut dire, et ça, cette question, on refuse de répondre à cette question parce que le problème foncier sous-jacent, on n'arrive pas à le résoudre. Donc tout ça fait que c'est des problèmes préoccupants et qu'on ne peut pas prétendre résoudre avec des slogans. On ne peut pas prétendre résoudre ces problèmes non plus si on ne mobilise pas la population. Ce n'est pas un problème d'une personne, de deux personnes. C'est un problème sérieux et en matière environnementale, le principal gestionnaire, c'est chaque citoyen. Donc c'est pourquoi la gestion de proximité est importante. Ça veut dire la loi qu'on vient de prendre pour les déchets, ou un MCRS qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas marcher, ou d'où pour faire un SNCRS au niveau national maintenant. Ouais, c'est jouer n'a pas joué. Alors que dans tous les pays du monde qui ça fait, c'est gestion de proximité. Ce sont les mairies qui sont responsables. Et à l'intérieur des mairies, pour bien gérer ça, mais au fait, ils partagent les communes en plusieurs zones de façon à continuer la logique de la gestion de proximité. Pour que ces gens quartier eux-mêmes qui prennent quartier en main. Donc, si maintenant son SNCRS, vous pensez qu'il va résoudre le problème, nous fait commencer notre problème. Et si vous écoutez la déclaration des maires, je pense que c'est un premier pas. Mais ce premier pas, après l'avoir fait au point de vue politique, maintenant, la science doit suivre. Parce que ou pas qu'à réussir rien sans la science dans le monde actuel là. Et c'est ça notre point faible, évidemment. Et on n'arrive pas à concilier ces trois choses, ça veut dire science, politique, éthique. Oui, la technique aussi. La technique, bon, on va mettre dans la science là. Oui, okay? Et maintenant, éthique. Oui. Éthique parce que si vous n'avez pas une valeur morale, si vous n'avez pas un système de valeurs dans le pays, vous finissez. Vous finissez. Donc à ce moment-là, je pense que
le souhait final serait que la volonté nationale commence à se manifester, et quand la volonté politique fait défaut, de manière que on pense comme une nation, on fonctionne comme un État et on trouve des solutions à nos problèmes comme un État-nation. Très bien. Sur ce prend fin la 369e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée au magazine. Nous souhaitons que ces vœux se concrétisent pour Haïti. Et à vous, nous disons à bientôt. Augusto Jean-Victor, un grand merci et pourquoi pas, à bientôt. À bientôt.